Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC ces 21 et 22 novembre à Yaoundé au Cameroun. Les dirigeants de la sous-région d'Afrique centrale devraient notamment se pencher sur l'avancement des réformes économiques mises en place en 2016. C'était ce 19 novembre, le deuxième jour du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. L'heure était aux nouvelles stratégies de lutte contre l'extrémisme violent, entre réponse militaire des États et prévention de la radicalisation. Et le canal de Suez a célébré ses 150 ans d'existence. Une histoire mouvementée pour cette voie maritime, devenue aujourd'hui une source essentielle de devises pour l'Égypte. Les chefs d'État de la CEMAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, se réunissent ces 21 et 22 novembre à Yaoundé, au Cameroun. Un sommet extraordinaire consacré aux réformes économiques mises en place il y a 3 ans. Il sera également question de la fusion des marchés financiers dans la sous-région. Viviane Baoken. Deuxième sommet de crise au sein de la CEMAC, après celui de 2016, convoqué par le président Paul Biya, président en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les 21 et 22 novembre 2019, les chefs d'État de la zone vont se réunir à Yaoundé afin d'examiner les préoccupations de la sous-région. Il s'agit, selon les experts, de passer au peigne fin les réformes économiques mises en place en 2016 avec les partenaires multilatéraux tels que le FMI, la Banque mondiale et la France. Il est important de faire un bilan des différentes réformes qui ont été mises en place il y a de cela 3 ans avec le démarrage ou alors la montée de la crise économique dans la zone CEMAC qui continue de frapper les différentes économies de la zone. Donc il y a également ce besoin de faire un bilan de différentes réformes qui ont été mises en place mais également de mettre en place de nouvelles réformes, des actions groupées pour pouvoir permettre à la zone économique de sortir véritablement du brouillard. L'occasion de ce sommet extraordinaire de la CEMAC permettra aux chefs d'État d'évaluer les avancées réalisées en ce qui concerne la fusion des marchés financiers dans la sous-région et les évolutions sur la réglementation de change. Il y a un mécanisme transitoire qui est mis en place, mais qui pèse énormément sur les fonds propres de la BEAC et qui pèse sur sa capacité à être rentable. Donc du coup, ça a fait l'objet de discussions de chefs d'État qui vont partager leur arbitrage, puisque c'est eux qui ont voulu que la BEAC soit dans un processus de réforme et qu'il soit soutenu financièrement par la BEAC. Autre sujet économique qui pourrait retenir l'attention des chefs d'État qui se réuniront dès ce jeudi 21 novembre 2019 à Yaoundé, l'adoption des réformes au sein de la zone CEAC engagée en juin 2019. Des réformes qui visent à donner une nouvelle impulsion sur la mise en place de la nouvelle CEAC. Le multilatéralisme, c'était le maître mot de la deuxième journée du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Face à la recrudescence des attaques dans le Sahel, les participants ont réaffirmé l'importance de la coopération entre les États et notamment des solutions communes pour stabiliser la zone. Reportage de notre correspondant El Adjaï. Face aux nouvelles menaces armées dans certaines zones du continent comme le Sahel ou l'Afrique de l'Est, les spécialistes de la sécurité durant ce forum ont noté l'incapacité des États africains à y faire face. Ces experts estiment par ailleurs que la lutte contre l'extrémisme violent ou le terrorisme doit s'adapter et évoluer. Disons que le multilatéralisme est en crise, c'est un constat partagé, mais il n'y a pas de solution en dehors du multilatéralisme. Il faut donc le réformer. Le réformer d'abord pour le rendre plus efficace, plus performant, mais aussi qu'il prenne mieux en compte les solutions africaines aux crises africaines. Ça veut dire des solutions nationales, des solutions régionales et des solutions continentales. Il n'y a pas d'autre option. Personne ne pourra s'en sortir seul parce que la sécurité, elle est collective, elle est transversale et nous pensons qu'il n'y a que dans le multilatéralisme qu'on peut trouver des solutions et la seule réponse, c'est le multilatéralisme lui-même. Le monde appartient à tout le monde. On ne peut pas être dans un coin et vouloir décider du destin de l'humanité tout entière parce qu'on a les armes nucléaires. Non, l'approche la meilleure, c'est le multilatéralisme. Depuis 2012, des groupes djihadistes sont présents sur la partie nord du Mali. Malgré l'intervention de la MINUSMA et des troupes françaises, la menace s'est étendue au Burkina et dans une moindre mesure au Niger. La Libye aussi n'est pas en reste. Le constat, selon les observateurs, est que la réponse militaire demeure inefficace. Les missions de maintien de la paix, ça il faut qu'on le reconnaisse.
qui sont déployées dans beaucoup de nos pays sont des missions qui étaient conçues il y a une quarantaine d'années. Et là, il faut reconnaître qu'elles ne sont plus adaptées au terrain dans lequel ils sont déployés. Cette 6e édition enregistre environ 450 participants, dont des acteurs régionaux et internationaux, des experts, des décideurs politiques ainsi que des forces de défense et de sécurité. Pour eux, cette édition va contribuer à changer le cours de l'histoire dans le bon sens pour l'avènement d'une nouvelle ère de paix, de sécurité et de stabilité durable en Afrique. Et si les États africains repensent leur stratégie militaire face au terrorisme, les experts insistent sur la nécessité de prévenir la montée de l'extrémisme violent, notamment chez les jeunes, à travers des solutions inclusives ancrées dans les réalités non seulement africaines, mais également locales. Aïssatou Bari. La dégradation de l'environnement sécuritaire dans le Sahel, marquée par l'intensification des attaques djihadistes, tout comme la question de l'efficacité des dispositifs mis en place pour y faire face, au cœur du forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Les discussions se sont principalement tournées sur la mutualisation des forces dans les différentes actions pour lutter contre le terrorisme. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une attaque au Mali. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une attaque au Burkina Faso. Et de plus en plus, on voit que le mal est en train de s'étendre. Le mal est en train de s'étendre. Et si nous ne trouvons pas une solution à cela, ça risque de toucher, bien sûr, les autres pays de la sous-région. Selon l'homme d'affaires et philanthrope nigérian Tony Elomilou, le secteur privé devrait accompagner les politiques en investissant dans les secteurs porteurs de croissance afin de donner aux jeunes des perspectives d'avenir sur le continent. To us, we define success. L'impact de nos actions sur le terrain se traduit par l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pour cela en Afrique et principalement dans les régions en difficulté, nous faisons de notre mieux pour supporter les jeunes entrepreneurs de ces régions et créer des emplois. Pour nous, tant que nous n'avons pas éradiqué la pauvreté sur notre continent, inclure davantage les femmes dans les projets de développement du continent et nous assurer que les jeunes ont des emplois décents, notre travail va continuer. Until we all work together to eradicate poverty on our continent. Au terme de ce forum, des pistes de solutions seront proposées pour renforcer l'efficacité des mécanismes de sécurité collective et de prévention des conflits et de l'extrémisme violent. La nouvelle approche, qui se veut inclusive, serait le gage du succès des opérations de maintien de la paix dans la sous-région. Le Nigeria plongé dans le noir complet, c'est la menace des producteurs d'énergie du pays qui demandent au gouvernement d'intervenir dans le litige qui les oppose à la Société nationale d'achat en gros de l'électricité. La NBET est accusée de ne pas honorer ses engagements. Ange Nomenio. Les Gencos menacent d'un blackout national au Nigeria. Selon ses producteurs d'énergie, la compagnie nationale d'électricité n'arrive toujours pas à honorer ses engagements vis-à-vis d'eux, notamment en ce qui concerne l'achat et la revente de l'énergie électrique. Ils menacent donc d'arrêter toutes les centrales du pays si le gouvernement n'intervient pas pour régler le problème. Il y a des problèmes de bonne gouvernance en fait du secteur de l'électricité. C'est ça le gros problème au Nigeria. Il y a aussi un dilemme parce que à l'intérieur les gens se plaignent aussi du fait que le Nigeria qui exporte de l'énergie au Bénin ou dans les pays voisins n'est pas en mesure de répondre à la demande intérieure. Selon les termes des contrats de rachat d'électricité, les Gencos devraient percevoir 100% des paiements pour l'électricité produite. Mais pour l'association des compagnies de production électrique, la situation est si dégradée que pour rester en activité et fournir de l'électricité aux Nigérians, les Gencos devraient plaider, faire pression et implorer d'être payés pour l'électricité générée et utilisée. La deuxième chose aussi, c'est d'aller vers la diversification parce qu'on ne peut pas continuer à compter sur les énergies fossiles alors qu'on a l'énergie renouvelable comme le solaire et l'énergie éolienne. Et ça marche dans des communautés qui essaient de s'organiser. La Nigerian Bulk Electricity Trading Company est l'organisation accréditée au Nigeria pour l'achat en gros et la revente de l'électricité sur le marché. En septembre 2019, elle avait demandé à tous les exploitants de centrales thermiques de verser 0,75% de frais administratifs sur les factures de gaz et de transport. Cette demande a été rejetée par les exploitants.
Les marins redoutaient le passage par le très risqué cap de Bonne-Espérance pour contourner l'Afrique. C'était avant l'ouverture du canal de Suez, inauguré le 17 novembre 1869, 150 ans d'existence pour ce trait d'union maritime entre l'Europe et l'Asie. Une histoire mouvementée où le canal de Suez a parfois été une ligne de front comme lors des guerres israélo-arabes. Aujourd'hui, il s'agit d'abord d'une source importante de devises pour l'Égypte. Corinne Cordem. L'Égypte célébrait ce dimanche 17 novembre le 150e anniversaire du canal de Suez. Depuis son inauguration, 1,3 million de navires l'ont traversé, générant un chiffre d'affaires total de 135 milliards de dollars. Plusieurs représentants diplomatiques, dont les ambassadeurs de France et du Panama, ont assisté à la célébration. 1,3 million de navires ont traversé le canal de Suez depuis son inauguration et transporté jusqu'à présent des cargaisons pesant 28,6 milliards de tonnes, générant des revenus atteignant 135,9 milliards de dollars. Les statistiques relatives à l'exercice 2018-2019 ont enregistré environ 19 000 navires, transportant un total de 1,2 milliard de tonnes, générant environ 6 milliards de dollars, qui sont tous bénéfiques pour l'économie nationale. Le canal de Suez est la voie de navigation la plus rapide entre l'Europe et l'Asie et l'une des principales sources de devises du gouvernement égyptien. L'Égypte a investi dans l'extension du canal qui a débuté en 2014, l'un des méga-projets du président Abdel Fattah al-Sisi, visant à redynamiser une économie en difficulté et à rétablir la place du pays en tant que plaque tournante commerciale. Le mouvement commercial du canal de Suez représente 9% du commerce international de l'eau dans le monde. Il est également considéré comme le premier choix du commerce international de l'eau d'est en ouest et inversement. Aujourd'hui, nous célébrons ce souvenir qui est précieux pour tous les Égyptiens, alors que nous nous dirigeons vers le présent et l'avenir. Nous possédons toutes les capacités nécessaires pour réussir. Nous avons également une volonté politique consciente du potentiel du canal. Le canal de Suez est un véritable symbole en Égypte, notamment en raison de son caractère indispensable à l'économie. Un projet de restauration du musée international du canal de Suez devra aboutir à sa réouverture en 2020, selon une annonce du ministre des Antiquités, Khaled El Hanani, qui en a supervisé les travaux. Les pyramides, on les associe quasiment toujours à l'Égypte et pourtant le Soudan, pays voisin, en possède 2 fois plus. Moins monumental, c'est vrai, mais qui n'en reste pas moins un véritable trésor antique hérité de l'ère nubienne. Le nouveau gouvernement soudanais souhaite d'ailleurs mettre en lumière ces pyramides pour relancer le secteur du tourisme. Ibayako. Des anciennes pyramides qui se dressent dans ce désert aride à Méroé, ce ne sont pas des pyramides en Égypte, mais bel et bien au Soudan, un pays qui dispose de plus de pyramides que son rival du nord de l'Afrique. Néanmoins, ce joyau du Soudan n'a attiré que 700 000 touristes en 2018, contre environ 10 millions chez son voisin, l'Égypte. Ces dessins et sculptures sont menacés par l'empiètement du sable, considéré comme la principale menace pour les dessins, en particulier pour les dessins extérieurs. Nous travaillons à les restaurer régulièrement afin que nous puissions les conserver. Parallèlement à la restauration, le projet se bat contre l'empiètement de sable sur le site. Le gouvernement soudanais se dit déterminé à relancer le tourisme dans le pays, notamment grâce à ces pyramides. Pour ce faire, le nouveau gouvernement de transition a assoupli les règles relatives au visa et a mis à niveau son site principal de pyramides grâce à l'aide du Qatar à hauteur de 135 millions de dollars et une expertise allemande. L'objectif étant de restaurer ces pyramides négligées depuis des décennies et en faire une attraction touristique. J'ai vu beaucoup de photos et nous dormions à proximité, donc nous pouvions voir le paysage le soir et le matin. Jusqu'à présent, j'ai trouvé le paysage vraiment magnifique et les gens sont vraiment gentils et toujours très accueillants. La crise économique au Soudan est le résultat de nombreuses années d'isolement et d'hyperinflation. Le facteur touristique est une des portes de sortie de cette crise, mais également un moyen de renouer pour les Soudanais avec leur histoire vieille de 2500 ans.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.